la première question est que ce livre est une déclaration d'amour pour l'Algérie, pour son histoire troublante. Oui, bien sûr. C'est un livre d'abord qui raconte l'histoire d'une époque qui a été très mal interprétée par les antagonistes. Moi, j'ai essayé de rendre hommage à l'Algérie telle qu'elle a été à une époque et expliquer pourquoi elle a explosé, pourquoi l'amour a dû se prosterner devant la fatalité. Quelle est la relation entre le personnage principal avec son père et si cette relation représente, je ne sais pas, toutes les relations entre père et fils en Algérie? Ah oui, absolument. Chez nous, les parents, c'est sacré. Donc nous avons une vénération presque religieuse des parents et nous les écoutons beaucoup et puis nous avons le sentiment que sans leur baraka, rien ne pourrait nous réussir. Donc dans mon livre, mon personnage Jonas Lounès a pour son père le plus grand respect, sauf que son père aussi a un devoir vis-à-vis de ses enfants et il a essayé de prouver qu'il était plus fort que la fatalité. Parce que ce père qui a été dépossédé de ses terres, qui a touché le fond, veut prouver à ses enfants qu'il est capable de remonter par lui-même et d'ailleurs il le dit lui-même, je soulèverai les montagnes du bout de Messie. Mais un homme n'est qu'un homme et quelquefois contre l'adversité il ne peut pas grand-chose. Și locul femeii în societatea algérienne? Et quel est le statut de la femme dans la société algérienne? Bon, elle n'a pas véritablement un statut. Elle est très disqualifiée par la religion, par le système politique. Et c'est la raison pour laquelle nos nations arabo-musulmanes, ou arabo-berbères, c'est comme on veut, sont à la traîne. Nous sommes en retard sur tous les pays en développement ou développés à cause justement de licenciement systématique de la femme quand il s'agit de l'engager dans un combat social, culturel et politique. Si vous avez transmis quelque chose de votre vie, de votre personnalité au personnage de ce livre? Ah non, pas du tout. Moi, quand je crée, je suis vraiment dans la création. Il n'y a pas de rapport entre moi et mes personnages. J'ai écrit 25 livres et chaque livre parle d'un personnage singulier. Des fois, je parle de terroristes, je parle des héros, je parle de n'importe quel personnage susceptible de donner à mon roman, à mon histoire, une force et une crédibilité. Mais je n'ai pas de... Le seul personnage peut-être qui me ressemble un petit peu, c'est le commissaire Loeb, c'est le personnage principal de mes romans policiers, mais qui sont traduits un peu partout dans le monde, y compris aux États-Unis. Et ce personnage partage avec moi la même vénération pour l'Algérie. Mais on ne peut pas se ressembler, peut-être qu'il est fidèle à sa femme comme moi, mais voilà, il est un peu macho, moi je ne suis pas macho du tout. Pourquoi avez-vous choisi d'introduire ce personnage John Steinbeck dans votre livre? Parce que John Steinbeck a été à Oran. À l'époque où je raconte cette histoire, il était reporter de Herald Tribune et il a fait pas mal d'articles sur l'Afrique du Nord. Et j'ai voulu, moi, le convoquer parce que quand même c'est l'écrivain que j'aime le plus au monde. Voilà, avec Gogol, ce sont mes écrivains préférés. Il y a aussi un autre écrivain français qui s'appelle Emmanuel Robles, il y a aussi Charlot, des éditeurs et tout. Et j'ai toujours voulu, comment dirais-je, introduire le monde littéraire dans ma propre littérature. J'ai beaucoup de respect pour les écrivains, beaucoup de respect pour les éditeurs et pour tous ceux qui nous donnent les moyens de rêver. Donc, mais John Steinbeck a véritablement été à Oran et j'ai voulu l'interpeller parce que dans un article qu'il avait publié dans le Herald Tribune, il a écrit les plus horribles mots sur mon pays. Les plus horribles. Je crois qu'il a consacré un paragraphe où il a décrit les Algériens, mais d'une façon tellement incroyable, ubuesque, violente, que je l'ai cité ici pour dire oui, il était là-bas, mais il s'est trompé. Et malgré tout, je continue de l'aimer. Oui.
Les étapes de la vie de Jonas, l'enfance, l'adolescence et puis la maturité correspondent avec les étapes de l'histoire de l'Algérie, de plus en plus troublée. Oui, peut-être, mais une partie seulement de l'Algérie, parce que pendant l'occupation, pendant le colonialisme, la majorité des Algériens étaient complètement exclus. On ne parlait pas d'elle. Albert Camus, quand il parlait des Algériens, il disait l'arabe, alors qu'en Algérie, nous avons aussi des Berbères, nous avons les Touaregs, nous avons les Mozabites, nous avons beaucoup les Juifs. Et tous ces gens-là, puisqu'ils étaient un petit peu basanés, c'était pour Camus des Arabes. Et c'est la raison pour laquelle moi j'ai écrit Ce que le jour doit à la nuit. C'est pour répondre un peu, pour essayer de compléter ce que Camus n'a pas dit. Et j'ai voulu prendre Camus par la main pour lui montrer ce que c'était vraiment l'Algérie. Donc il y a eu des évolutions assez brèves, mais assez percutantes à travers l'histoire du colonialisme en Algérie. Et on ne peut pas dire qu'il y a eu une évolution, comment dirais-je, une évolution prévisible. C'était au contraire, c'était toujours des choses inattendues. Et puis toute cette colonisation, toute l'histoire de cette colonisation a été jalonnée de guerre. Parce que le peuple algérien n'a jamais accepté la colonisation. Depuis que les Français ont mis les pieds sur la terre algérienne, les Algériens n'ont pas arrêté de se battre pour leur indépendance. Jusqu'en 1954 où tout le pays s'est rassemblé autour d'un même idéal et ils ont quand même réussi à vaincre militairement et politiquement la France. Les différences entre les communautés françaises, arabes ou juives en Algérie, comment ont-elles évolué? Je crois que les Juifs et les Arabes étaient beaucoup plus proches. Hein. Ils ont, surtout les Juifs autochtones, ceux qui étaient en Algérie depuis des siècles et des siècles, ils ont été très proches. Mais la communauté française préférait garder ses distances par rapport aux autochtones. C'est pour ça qu'il y avait des villes complètement européennes où les Arabes, les Juifs et tout n'étaient pas tellement tolérés. Mais dans les grandes villes, il y avait aussi des quartiers où l'on pouvait retrouver toutes les communautés réunies. Par exemple à Oran, du côté de Magenta par exemple, enfin, ce sont des quartiers, on pouvait rencontrer dans une même habitation des Espagnols, des Arabes, des Juifs, des Français, parce que tous les Français qui étaient en Algérie n'étaient pas tous des colons. Il y avait aussi des gens qui étaient plus misérables que nos propres misérables. Donc voilà, mais dans la doctrine, l'idéologie colonialiste, il fallait impérativement garder ses distances par rapport aux autochtones et leur prouver tous les jours qu'ils étaient une race inférieure. Ce qui était absurde, parce que quand les Français sont arrivés en Algérie, ils ont trouvé quand même un pays florissant. Nous étions plus riches que la France. D'ailleurs, la France nous a attaqués parce qu'elle ne pouvait pas rembourser ses dettes. L'Algérie avait prêté beaucoup d'argent à la France pour sa campagne d'Italie et pour l'expédition d'Égypte. Et puis par la suite, ils n'ont pas réussi à rembourser. Ils ont créé cet incident. Et aujourd'hui, on veut nous faire croire que la civilisation, que le colonialisme était un procédé civilisationnel. Alors que c'est faux. Quand les Français sont arrivés en Algérie, ils ont trouvé des palais, ils ont trouvé une hiérarchie assez traditionnelle. Il y avait le Dey qui était le gouverneur général de l'Algérie, il y avait la classe riche, la classe moyenne, la classe pauvre, il y avait des médersa, il y avait le théâtre, la mosquée, il y avait la poésie, donc voilà. C'était au contraire, c'était un pays, par la suite avec le colonialisme, l'Algérie a sombré dans l'analphabétisme le plus infamant. Ils ont empêché les Algériens d'aller à l'école, ils ont démythifié leurs repères religieux et ils les ont vraiment assujettis. Cartea conține foarte multe pasaje poetice. De fapt, conține poezie și proză, așa am văzut-o eu. De unde vine stilul ăsta de scriitură? De unde? Le livre contient beaucoup de passages poétiques
D'où vient ce style poétique, ce type d'écriture? Peut-être, oui, ça vient de toute cette poésie, c'est ma sensibilité d'Algérien. Les Français aiment mes livres parce que tout simplement dans leur langue, la langue, dans ma langue, elle est traversée par des moments de grande sensibilité. Je suis né dans une tribu de poètes dans le Sahara et j'ai gardé cette âme. Et c'est bien de voir cette langue qui est belle, hein. La langue française c'est une très belle langue, elle est elle-même une langue assez musicale, que je lui apporte quelques paroles et ça fait une chanson. L'histoire d'amour entre Jonas et Émilie est dramatique, triste. Pourquoi vous avez choisi D'abord parce que l'histoire... Beaucoup de livres ont un happy end. Oui, mais moi, il n'y a pas de happy end dans mes livres pour permettre aux gens d'avoir un happy end dans leur propre vie. J'essaie d'attirer l'attention sur les erreurs qu'ils ne devraient pas commettre, sur les chances qu'ils devraient saisir, et sur des causes suprêmes comme l'amour qu'il faudrait absolument préserver. Voilà, mais l'histoire de Jonas et d'Émilie était une histoire vouée à l'échec parce que l'histoire avait décidé tout simplement de partager un pays en deux communautés qui n'ont jamais su se regarder en face et vivre ensemble. Donc c'était un... Mais c'est aussi la singularité de mon roman. Je ne me souviens pas d'avoir lu un livre ou une histoire qui ressemble à la mienne. Parce que quand même, l'amour a toujours été victime de telle ou telle vengeance, de tel ou tel complot. Mais là, l'amour n'a pas réussi à être supérieur à l'honneur. L'honneur a été plus fort que l'amour. C'est le thème même de mon livre. Vous avez été destiné à la carrière militaire. Et comment vous avez commencé à écrire? Oui, j'ai été destiné à cette carrière militaire par mon père, parce que c'est lui qui m'a mis dans l'armée à l'âge de 9 ans. Mais moi, je suis né pour écrire. J'ai toujours su, depuis que j'ai ouvert les yeux sur le monde, que j'étais fait pour le verbe, pour la littérature, pour la poésie, pour tout ce qui pourrait aider les gens à s'émerveiller et à voyager. Donc j'ai vécu ça avec le plus normalement du monde, avec beaucoup de stoïcisme, beaucoup de courage, beaucoup de patience. Je me disais, bon, il faut absolument que je fasse de cette expérience un enrichissement pour ma plume d'écrivain. Et l'armée m'a permis de rencontrer beaucoup de gens en si peu de temps. Et c'est grâce à cette vie que j'ai réussi maintenant à camper avec beaucoup de facilité mes personnages. L'armée, c'est un vivier extraordinaire pour un écrivain. Et puis, je crois que la vocation d'un écrivain transparaît très vite. Vous savez qu'en France, beaucoup de mes lecteurs, où j'ai 4 millions de lecteurs, beaucoup m'ont dit jamais on a pensé ouvrir un de vos livres, M. Khadra, parce qu'on ne comprenait pas ce que faisait un militaire dans la littérature. Et puis forcés par leur mère, par leurs compagnes, par leurs épouses, un jour ils ont ouvert mes livres et ils n'ont jamais arrêté de les lire. Parce que c'est aussi une façon assez dangereuse de présenter un écrivain. En France, on aime toujours rappeler que j'étais un ancien militaire, mais personne ne dit que c'est l'un des plus importants écrivains du monde, comme le dit le New York Times ou The Guardian ou les plus grands journaux du monde, ou les prix Nobel eux-mêmes qui disent ça. Donc les gens, ils sont tout de suite désarçonnés. Moi, je pense qu'un écrivain, c'est d'abord le texte. Il n'y a rien en dehors d'un texte, ni les plateaux de télévision, ni les débats. Tout ça c'est mensonger, tout ça c'est accessoire, anecdotique. Parce que le vrai écrivain, c'est le texte. Quand on prend un livre, on découvre tout l'univers de l'écrivain. Et c'est ça ce qui compte. Et je crois que j'ai réussi quand même à aller contre cette comment dirais-je, je ne pourrais pas dire adversité, mais contre ce sort. Je suis allé contre ce sort et j'ai réussi grâce à ma plume, grâce à l'honnêteté intellectuelle de certains grands journalistes et de certains grands écrivains, à convaincre et surtout à familiariser beaucoup de lecteurs avec mes livres. Puisque j'ai le même accueil au Brésil, au Japon,
en Indonésie, au Vietnam, en Inde, en Scandinavie, en Europe de l'Est, en Europe de l'Ouest, partout dans le monde. Et c'est ça la véritable vocation d'un écrivain. Parce qu'il faut se méfier des présentations. C'est ce que j'avais interpellé une fois un journaliste sur un plateau de télévision qui aimait toujours me présenter comme un ancien militaire, et je lui ai dit d'accord, on ne peut pas ramener un prix Nobel et lui dire oui, vous avez été fils de chiffonnier ou maçon ou vendeur de bière. Non, tout ça, ça n'a aucun rapport avec l'écriture, parce que l'écriture, ça ne sort pas de l'université, ça ne sort pas de la haute société, ça sort du cœur. Et quand on a du talent, que l'on vient d'un monde défavorisé ou d'un monde huppé, c'est toujours le talent qui nous met soit dans la grandeur, soit dans la petitesse.